Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer cette canicule, concrètement d'hier. C'est vrai que s'il faisait très très chaud et justement, est-ce que la WWE nous a offert un immense ou un très grand show? C'est ce que justement, nous allons essayer de savoir dans ce débriefing. Alors il y a eu des choses qui se sont passées, vous avez vu, il y a eu un main event entre Bron Breakker et Sami Zayn pour le titre intercontinental, au meilleur des trois tombés, traduction Two of Three Falls Match. Alors vous voyez également qu'il y a eu des événements qui ont eu lieu durant l'événement, on peut citer notamment le Judgment Day qui donc continue cette petite destruction pour ainsi dire, la story avec Big Bronson Reed qui continue avec un Adam Pearce très énervé, on va y revenir là-dessus. Et vous avez pu voir que CM Punk frappe sur quelqu'un. Je ne vous dis pas qui c'est, mais à mon avis, vous avez certainement deviné tout ça. Il y a eu d'autres événements qui ont eu lieu également, une discussion entre Randy Orton et Gunther, et d'autres matchs que je vais vous présenter. Et à la fin, comme à chaque fois, je vous ferai mon avis global sur le show, pour ainsi dire. Allez, on va commencer tout de suite avec... par respect, on va commencer avec le main event. Vous savez, maintenant, il n'y a plus de chronologie comme avant, où je faisais du début jusqu'à la fin de show. Maintenant, ça va du meilleur ou, on va dire, le moins intéressant. Et pour moi, l'événement pour moi qui a été clairement donné, c'est tout simplement la victoire de Bron Breakker contre Sami Zayn. Alors, dans l'idée, pourquoi j'ai choisi cet événement principal ? Parce que déjà c'était le main event, que c'est le meilleur match de la soirée, que Sami Zayn a encore été incroyable dans ce match, que Bron Breakker nous a encore offert un match assez grand et de gala, que ça fait la 3e fois que ces deux hommes s'affrontent et on a l'impression qu'à chaque fois ils arrivent à innover, ce qui démontre finalement que Bron, on peut dire ce qu'on veut sur lui, on peut le critiquer, on peut trouver que oui, c'est peut-être pas le lutteur le plus aérien, le plus que vous voulez, mais ce qu'il propose sur le ring, j'ai envie de te dire, c'est quand même assez grandiose. On a, alors je vais pas dire une pépite parce que ça serait quand même un peu abusé, mais je pense que si la WWE gère bien le lutteur, il peut trouver une vraie qualité. Le fils en tout cas des Steiner, franchement me plaît énormément. Et franchement, c'est vrai que lui, ça a été vraiment la côté positif de ce show. Après, on se doutait bien que Sami Zayn n'allait pas gagner. Alors bravo aussi à Sami Zayn qui nous a offert aussi une très très grande prestation et qui nous a fait croire puisqu'il a remporté le premier tombé. Et puis par la suite, c'est Breakker qui a déroulé. Mais vraiment, super match entre Breakker et Sami Zayn. Alors oui, c'était le main event, ça a pris du temps. Mais j'ai envie de vous dire, oui, j'ai un bouton là, je sais pas ce que c'est peut-être tout simplement un bouton de chaleur, bon, je sais pas ce que c'est. Bon, bref, en tout cas, moi je suis content et j'ai trouvé que ce match m'a fait vraiment plaisir et m'a donné envie en tout cas avec cette victoire pour ainsi dire. Bon, après, bon, pour Sami Zayn, maintenant qu'il a perdu ce droit, on a vu, il traite beaucoup avec Jey Uso, on peut un petit peu déterminer comme quoi il y a de fortes chances que Sami Zayn et Jey Uso aillent du côté de Dominic Mysterio. Du côté des titres par équipe de Raw, c'est-à-dire forcément JD McDonald et Finn Balor. Je pense qu'on va forcément y aller. Et on va justement en parler de Finn Balor, du Judgment Day, etc., etc., puisque il s'en est passé des choses, justement. C'était au début de show. Pas de fil rouge, contrairement à d'habitude, où tu as justement plein de petits moments de Judgment Day. Pas aussi de nouveaux noms. Voilà, ils ont continué à le baptiser le Judgment Day. Vous avez vu, il y avait une rumeur qui disait qu'ils voulaient l'appeler Street Trash. Bon, finalement, on garde encore ce terme du Judgment Day. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé finalement de alors, le segment en lui-même. Bon, ça reste un segment globalement assez classique. J'ai trouvé que le Rhea, bon, elle a parlé, mais j'ai l'impression qu'elle est dans le recul-frein. C'est-à-dire que Liv Morgan, même d'ailleurs tout le monde est un peu sur le recul-frein. Liv Morgan parle, donne son avis, dit ce qu'elle pense, mais ça reste fade. Rhea, on voit plus qu'elle provoque. Elle dit quelques petites choses intéressantes, où elle dit notamment que voilà, alors certes, elle dit bah non, j'ai une femme qui me présente daddy, etc. Ça c'est Dominique, il s'est toujours sifflé autant, etc., etc. Mais globalement, j'ai trouvé ça globalement assez ouf, pas très ouf.
Et, euh, et par la suite, bah, Rhea répète un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle dit toujours, voilà, je vais te récupérer, quand je vais t'arrêter, il va falloir que tu me tues si tu veux m'arrêter, parce que sinon, si je reviens, eh bien, je vais littéralement te couper en deux, voilà, tout simplement. On sent une Rhea qui voilà, est dans son domaine concrètement. Hein, elle le sait, elle a fait son face turn et c'est un face turn assez sympathique, mais on se connaît, on sent, il n'y a pas ce côté Rhea Bloody Replay. C'est-à-dire que ce côté tellement dark où tu te dis dans ta tête, moi, vous voyez par exemple, moi ce que j'aurais aimé de la part de Rhea, c'est qu'on la voit, à un moment donné, et ça on va en parler après parce qu'il y a eu ce match. Il y a des trucs qui vont pas avec le Judgment Day et je vais y revenir après le match que je vais vous proposer. Oui, Damien Priest a affronté Carlito aussi, une victoire de Damien Priest. Après, tout le Judgment Day est venu et s'est fait littéralement défoncer. Et justement, il y a plusieurs points aussi que je vais mettre en place. Le match, bah, fallait pas s'attendre à un miracle. Hein. Carlito a perdu. Après, j'ai trouvé que, je sais pas ce qu'ils veulent faire de Damien. Depuis qu'il a parlé de cette ceinture, j'ai l'impression que Damien est devenu une sorte de bulle de puissance. C'est-à-dire que le gars, à un moment donné, tu peux le frapper autant que tu veux. Le gars, il ressent rien. Il ressent rien. À un moment donné, tu vois Damien qui se fait attaquer par le Judgment Day. Alors certes, il y a l'intervention de Rhea qui est ici. On va y revenir après parce que Rhea, il y a un problème par rapport à ça. Mais Damien, tu as l'impression que le mec, c'est Superman. Hein, c'est Superman, c'est le Superman mexicain. Le mec, il arrive, il dégomme tout le monde. J'ai trouvé que c'était un petit peu gênant pour ainsi dire. Et d'ailleurs, on a eu l'information comme quoi il y aura un match mixte. Liv Morgan et Dominic Mysterio feront face à Damien Priest et Rhea Ripley. Donc ça, c'est la réalité. Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit notamment à WWE SmackDown. Alors oui, je vais être un peu moins virulent qu'à SmackDown, puisque forcément, bah, je vais pas non plus m'énerver à chaque fois. Déjà, la première chose, c'est que les problèmes de ce que j'ai dit à SmackDown, c'est-à-dire par rapport à la Bloodline, et notamment à Solo Sikoa, alors je comprends un petit peu l'idée aussi, c'est de se dire, comme Roman Reigns ne peut pas réussir à tenir le choc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel, finalement, à un lutteur qui va venir et qui va finalement permettre eh bien, d'équilibrer les choses. Le nom du lutteur en question s'appelle Hikuleo. Hein, clairement, il y a de fortes chances que Hikuleo arrive et vienne donner un coup de main à la Bloodline. Est-ce que ça sera la semaine prochaine? Est-ce que ça sera vendredi? Ça sera vraiment la grande question. Quand je dis la semaine prochaine, bien sûr, je parle de vendredi. Mais le problème, c'est que le Judgment Day a le même problème. En fait, là, on a un nouveau clan qui s'est créé. Et c'est même plus grave d'ailleurs. On a un nouveau clan qui s'est créé aujourd'hui. La Bloodline, eux, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Ils veulent rebooker Roman Reigns comme une espèce de mec puissant, mais on n'avait pas besoin de ça, puisque la WWE, bah, je vous le donne en mille, on savait que Roman Reigns était une sorte de bulle de puissance, et c'est pas aujourd'hui qu'on le savait. Et au final, il y aurait eu d'autres façons de le rendre puissant, et même d'ailleurs rendre puissant par la même occasion Cody Rhodes en ayant un échange de bons procédés. C'est pas la manière qui me gêne. Que Roman Reigns soit bouclé puissant, bon, écoute, il n'y a pas de souci. Ce qui me gêne avec Roman Reigns, c'est qu'en fait, on le met puissant alors qu'on le savait déjà, et on n'essaie pas d'utiliser les petites choses pour finalement, eh bien, rendre la Bloodline crédible, sachant que là, Solo Sikoa a perdu, certes, avec l'intervention de Roman Reigns, mais à 1 contre 4, c'est le gars, enfin à 1 contre 3, le mec, il est capable de tout dégommer. Alors, on sait que fin août, je crois, il y a le retour de Jacob Fatu, et il y a ensuite Hikuleo qui devrait arriver. Oui, alors peut-être s'ils veulent ralentir le truc, bah à ce moment-là, bah, il faut un peu trouver une solution. Parce que si la semaine prochaine, Roman Reigns remet tout le monde KO, excusez-moi, ça va devenir un peu redondant. Et même si la Bloodline reprend le dessus, bah, ça va devenir aussi un peu redondant. Donc voilà. Mais le problème du Judgment Day, c'est que ce nouveau clan vient d'être créé. Aujourd'hui, tu as alors certes, il n'y a rien qui a vraiment changé. Liv a juste remplacé Rhea Ripley. Sinon, tu as tout simplement le même team. Tu as Finn Balor, Gigi, Carlito, Dominic. Le problème, en fait, de ce que j'ai, c'est qu'en réalité, ce groupe a besoin, en fait, de puissance pour évoluer. Et qu'est-ce qu'était le Judgment Day? C'était un groupe, quand il a été créé, pourquoi ce groupe était puissant? Parce que ce groupe faisait peur. Ce groupe, en fait, quand il était ensemble, tu avais l'impression que rien ne pouvait les arrêter. Là, on se rend compte qu'à deux, d'ailleurs à un, mais voire après à deux, eh bien, Rhea et Damien mettent à genoux tout le monde.
C'est-à-dire qu'on a bien compris que Finn Balor ne devait pas être touché, ça va finir par arriver, Rhea ne doit pas toucher Liv Morgan et que Dominique doit être protégé. Ça me paraît un peu léger quand on sait qu'à un moment donné, si tu as besoin de puissance, eh bien il faut plus de puissance. Alors tu vas me dire, oui mais la semaine prochaine, peut-être qu'ils vont dominer, etc. Bien évidemment, mais étant donné qu'on est à quelques semaines du retour de quelque chose, il faut le faire. C'est pas parce que Rhea ou Damien se font attaquer, et notamment, d'ailleurs justement, je le précise, si tu veux rajouter du monde à Rhea et Damien, parce qu'il y a ça aussi, c'est comme pour Roman Reigns. Si Roman il peut y arriver tout seul, pourquoi il va ramener du monde? Pourquoi il ramène Jimmy Uso? Pourquoi il ramènerait un tel? Pourquoi il ramènerait un tel? Si au final il le dégomme. Ouais, c'est comme le mec, à un moment donné, vous prenez, je sais pas, je joue à Elden Ring par exemple. Je tombe sur un boss, je tombe sur deux boss. Les deux boss, je prends mon épée, je fais clac clac, c'est fini. Pourquoi je vais invoquer quelqu'un pour m'aider, sachant que je peux juste prendre une arme et clac clac. Ce qui fait que dans Elden Ring, tu réfléchis à vouloir demander de l'aide, c'est-à-dire que tu demandes de l'aide en faisant des invocations, en demandant des choses comme ça, c'est parce que tu sens que tu peux pas y arriver tout seul et tu demandes de l'aide en invoquant des PNJ ou des joueurs pour te donner un coup de main. Et c'est ça, c'est ça qui est important dans Dark Souls, dans Elden Ring, voire même quand tu n'arrives pas à gérer quelque chose, tu vas dire, bah écoute, moi je vais te donner un coup de main, voilà, etc. Ça s'appelle l'entraide. Je veux dire, regardez dans World of Warcraft, j'ai pas de parler d'Elden Ring parce que je suis en train de jouer à Elden Ring, mais c'est le même délire. Pourquoi dans les films, pourquoi dans les séries, au bout d'un moment, il y a une sorte d'alliance qui se crée? Parce qu'au bout d'un moment, cette alliance qui s'est créée, cette alliance qui est présente, eh bien cette alliance, elle se crée parce que le héros sent qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Et là, comment vous voulez qu'il se dise, on va y arriver, on va pouvoir... Vous voyez par exemple la fameuse phrase, par exemple, de... T'as pas les Avengers, la Justice League. Pourquoi Superman crée la Justice League? Parce qu'il se rend compte que tout seul, il ne peut pas sauver la Terre. Donc il décide tout simplement de créer une team, qui avait composé de Batman, d'Aquaman et ainsi de suite, pour faire ça. Là, le Judgment Day se fait laminer par Rhea et par Damien. Pourquoi il changerait quelque chose? Moi, je suis spectateur. Je vois Damien et Rhea se faire plaisir. Je me dis dans ma tête, aucun intérêt. En plus, Rhea, alors, encore une fois, vous voulez que Rhea... Je sais pourquoi on retire Rhea. Parce qu'on ne veut pas que Liv... En fait, on ne veut pas qu'un homme tape une femme. Parce que c'est mal vu. Alors, il y a deux choses à dire. Première chose, ça ne m'empêche pas de voir Rhea dans les parages. Si Rhea a envie de traîner autour du ring, qu'est-ce qui va l'en empêcher? Excusez-moi, hein, aux dernières nouvelles, elle se met en... Elle tape des commentateurs, elle tape la discute avec Michael Cole et Pat McAfee. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et quand il y a les interventions, à ce moment-là, eh bien, soit elle voit, tu fais venir Liv Morgan tout de suite, et limite, Liv Morgan, pendant que Rhea veut intervenir, eh bien, Liv l'attaque, et finalement, il y a de la cohérence. Rhea ne peut pas disparaître un lundi et réapparaître un autre jour. Tu peux pas faire ça. Parce qu'au final, on se dit, ouais, mais les gars, pourquoi Rhea, elle disparaît? Et ça, c'est la vérité. Autre chose qu'aussi qui me gêne par rapport à tout ça, c'est qu'au final, tu fais un match mixte, clairement. Si Dominique et Liv ils perdent, ok, on va me dire oui, mais ils auront un match de championnat. Damien aura certainement un match de championnat où Damien va affronter Finn Balor et par la suite Liv Morgan affrontera Rhea Ripley. Ou Dominique Mysterio. Et on fait quoi de Dominique Mysterio en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir que la WWE gère bien ça. D'ailleurs, j'ai le très très gros sentiment qu'ils sont en train de faire un remake, genre Kevin Owens, Chris Jericho, avec Dominique sous le rang de Chris Jericho, et finalement Liv Morgan qui est un peu le Kevin Owens. Ouais, mais c'est un peu... voilà. En tout cas, moi, mon point de vue, il va falloir faire beaucoup mieux. On sait qu'à War Games qui arrive en fin d'année, il va falloir quand même faire beaucoup mieux pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a ça. Alors, il y a eu un segment de coulisses qui a eu lieu. Donc, le segment de coulisses que je vous le retrouve. Voilà, Adam Pearce est au téléphone. Donc, Drew McIntyre arrive. Et il lui dit, bah écoute, CM Punk a eu des problèmes d'avion. Il sera pas là ce soir. Et là, il dit, bon, de toute façon, pour moi, c'est le passé. Voilà, clairement. Il répare le futur. Il voulait savoir pourquoi Randy Orton a un match de championnat et pas lui. Franchement, c'est pas bien. Et il dit qu'il va faire le boulot.
de pire, c'est de s'occuper de Randy Orton. Voilà. Par la suite, eh bien, on a une discussion avec Randy Orton, je vous donnerai la teneur voilà, de ce qui se passe, sauf que à un moment donné, vous avez donc Drew McIntyre qui arrive et qui veut essayer de s'en prendre à lui, et par la suite, donc, qui commence à vouloir discuter, et par la suite, donc là, il y a un RKO de Randy Orton sur Gunther, bon, ok, et puis par la suite, eh bien, McIntyre, il s'approche du ring, mais si CM Punk débarque, lui prend en fait, il prend la ceinture. Il prend la ceinture parce qu'au début, c'était Drew McIntyre qui arrive et qui veut prendre la ceinture, etc. Et puis par la suite, Drew McIntyre qui prend la fuite. Voilà. En fait, vous avez utilisé un segment avec Orton et Gunther pour justifier que Drew McIntyre vienne parce qu'il faut CM Punk. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Non mais sérieusement, vous êtes sérieux? C'est-à-dire que Drew McIntyre aurait très bien pu, vous savez, il aurait très bien pu, eh bien, se retrouver sur le ring, taper la discussion. Un jour, je vous allez faire, je vais faire une émission avec ce que j'attends de WWE Raw ou WWE SmackDown. Et vous savez quoi? Et on va voir ce que ça va donner. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais t'es gentil, toi. T'ouvres ta gueule. C'est vrai. Et tu arrêtes pas de te la péter. Ce qui est faux. Parce que de la péter, ça voudrait dire que je me considère comme le meilleur. Et au lieu de faire comme tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je me dis, attendez les gars, réfléchissons 2 secondes. Tu peux pas mettre un Drew McIntyre qui arrive et qui, au final, dit, oh voilà, j'ai volé ton bracelet, machin, machin. Voire même, tu dis que c'est un scandale, Randy Orton. Pourquoi tu fais pas Drew McIntyre, Randy Orton? Avec Gunther qui serait venu en mode, ouais, mais je suis le ring général, machin. Oui. Parce que là, honnêtement, c'était nul. C'était pas terrible. Voilà, là, tu as juste CM Punk qui s'acharne sur le dos de McIntyre. Et après, on sait qu'à Berlin, il n'y aura rien. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si c'est pour ça, autant rien faire. Voilà. Donc, après, ah oui, on va parler de ça. Alors, le RKO de Randy Orton. Alors, on va parler un petit peu du segment. Alors, quel est le problème de ce segment? Alors, Randy Orton s'est exprimé. Voilà, il est venu, il a parlé et tout ça. Puis Gunther a parlé, il a dit voilà, que c'était l'air de ring général, etc. Et puis par la suite, Gunther a commencé à parler de la famille de Randy Orton, notamment de son grand-père et de son père, donc le regretté, je sais pas s'il est décédé d'ailleurs, je ne vais pas le regretter, Bob Orton et ainsi de suite. Et par la suite, eh bien, Drew McIntyre est venu, il a mis un RKO out of nowhere et ainsi de suite. Alors, comment vous expliquer? J'aime beaucoup Gunther. Moi, je le trouve incroyable. Au niveau du charisme qu'il dégage, c'est tout simplement un charisme de ouf. Il a Randy Orton en face de lui. C'est pas un cadeau, sachant que Randy Orton est juste là pour faire plaisir aux Berlinois. Mais le problème que j'ai avec Randy Orton, et notamment cette rivalité avec Gunther et Randy Orton, c'est que déjà, ça, à part le fan service, ça apporte rien. Ça apporte rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vous donner? Là, il a mis un RKO out of nowhere. Ok, c'est de la marque Orton. Et notamment, il lui a fait comprendre que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Qu'il était imprévisible. D'ailleurs, c'est le contraire de ce que dit Gunther. Gunther Orton dit que Randy Orton est prévisible. Bah, la preuve en est, il peut dégainer un RKO. C'est totalement prévisible et cela ne peut pas être donné. Ça, je l'entends bien. Mais j'ai un problème en fait. J'ai un problème parce que, Randy Orton, bah, il essaie de t'expliquer, il essaie de te convaincre du pourquoi il doit affronter, pourquoi il a ce match. Mais t'es pas convaincant, parce qu'au final, on n'est pas débile. On sait pertinemment pourquoi il l'a, pour faire plaisir aux Berlinois, donc c'est du fan service. Enfin, moi je suis pas débile. Et le truc, c'est que à ce moment-là, il faut que la storyline soit suffisamment forte pour nous faire oublier que c'est du pur fan service. Le problème, c'est que dans cette rivalité, Gunther, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Gunther, il fait la même chose qu'avec Damien Priest. Souvenez-vous, Gunther, qu'est-ce qu'il fait? Gunther, il a pas, avec Damien Priest, il avait dit, voilà, toi, t'es qu'un mec de pauvre, etc., moi, je suis l'excellence. Ça pouvait coller. Parce que Gunther, bah, c'était un peu le mec Imperium, un peu l'empereur, pour ainsi dire, le ring général. Sauf que Damien, c'était un peu le petit jeune qui, on va dire, a galéré, le mec un peu, voilà, qui vit dans la rue, etc. Ça fait 2 mondes différents.
Là, Randy Orton, c'est ah bah parce que ton père et ton grand-père a raté, bah au final, toi, bah tu vas rater aussi. Sauf que ça marche pas. Randy Orton a été 15 fois champion du monde. Enfin 14 fois, pardon. 14 fois champion du monde. On parle pas du débilus du coin, on parle d'une méga légende qui a 20 ans de carrière. Vous voyez ce que je veux dire? On parle d'un mec. Alors oui, il parle du fait que le mec c'est plutôt maintenant un vétéran du ring et plus un petit jeune qui est arrivé, bien sûr, parce qu'on le rappelle, hein, quand Randy Orton a remporté ce titre en 2004, il avait 24 ans, concrètement. Aujourd'hui, il en a 44, si je me souviens bien. Randy Orton, il a quel âge? Que je me trompe pas dans son âge quand même. Il a 44 ans, voilà, 44 ans. Donc c'est pas mal, mais à un moment donné, Gunther, lui, il en a 36. C'est pas comme s'ils avaient un écart d'âge de fou, où Gunther, il avait 25 ans, et l'autre côté, il avait telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai envie de dire aussi, Randy Orton, il aurait très bien pu jouer sur un domaine qui, je pense, aurait été justifié. C'est le physique de Randy Orton, tout simplement. En disant voilà, écoute Randy, moi j'ai quand même mis des lutteurs à la retraite, je suis quand même sacrément dangereux, etc. Toi tu es une grande légende, parce que en plus de ça, voilà, tu mets un peu de sel. Là aujourd'hui, pour moi c'est pas intéressant ce qui s'est passé. Voilà. Après cela, on a eu donc Bronson Reed qui a donc démoli R-Truth. Alors il a battu le Miz très facilement, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, Seth Rollins, c'était impressionnant. Parce que Seth Rollins, il s'y attendait pas. Et puis, tu sentais qu'il y avait cette fameuse justification qu'il fallait éliminer Seth Rollins. Et finalement, ça apporte quelque chose. R-Truth, on va le dire clairement, R-Truth, ça n'a aucune utilité. Il aurait démoli, par exemple, un Eldita Dragunov. J'aurais dit, le mec, il est quand même vachement... R-Truth, c'est un comique. En plus, le Miz a complètement disparu. Je sais pas où il était. Alors certes, peut-être qu'il était blessé. Mais moi, j'ai envie de dire, ok, vous voulez aligner le nombre de victimes de Bronson Reed. Ce qui est une réalité. Comme ça, quand Seth Rollins revient, on a le Big Bronson Reed qui est à son summum de tout. Je veux bien. Mais aux dernières nouvelles, à ce moment-là, il faut pas qu'il fasse des tsunamis. Vous voyez, c'est le problème. C'est qu'on veut faire... On dit, ah ouais, mais le mec, il met des tsunamis, il est surpuissant. Vous savez ce que j'aurais mis, moi? Pour qu'il soit surpuissant. Pour que, finalement, on ait peur de lui. Vous avez des chaises. Vous mettez une chaise là, au niveau de la jambe. Et vous savez quoi? Quand vous mettez la chaise au niveau de la jambe, vous l'écrasez. Là, ça aurait été fort. Vous savez pourquoi Mark Henry était une menace permanente quand il a remporté son titre? Parce qu'il avait démoli les jambes du Big Show. Il avait démoli les jambes de tout le monde. C'est ça qui faisait que, à l'époque, le Big Show, il y avait notamment d'autres lutteurs, avec Kane aussi, je crois. C'est pour ça que tout le monde était là en train de dire putain, Mark Henry, il est puissant. Là, il fait des tsunamis. Vous voyez, c'est comme si moi demain vous aviez Mark Henry qui avait fait un splash. Ouais, super, et après? Alors oui, vous mettez un peu de sang pour que ce soit mélodramatique, mais à quoi bon? Vous devez mettre un ustensile pour permettre finalement que ce soit beaucoup plus impactant. Alors je sais que je suis casse-couille parce que vous allez me dire ah c'est bon, ça va, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, quand c'est Seth Rollins. Parce que Seth Rollins, quand il le fait la première fois, on parle d'un champion, on parle R-Truth. Voilà quoi. Et je vais terminer juste avec Bronson pour terminer. Adam Pearce, qui arrive et qui essaye de le calmer. Pourquoi il sert? En fait, le problème d'Adam Pearce, c'est que Adam Pearce doit représenter ce qu'on appelle l'autorité. Ce que fait d'ailleurs Nick Aldis avec beaucoup de qualité. Quand vous regardez Adam Pearce fait marcher dessus à tout le temps. Et à aucun moment, on voit Adam Pearce prendre des mesures. Le mec qui dit qu'il est suspendu, passe par le ring, passe par le public pour y arriver. J'ai envie de vous dire, Bronson, tu sais ce que tu fais, tu l'attrapes, tu sais quoi, tu lui dis écoute, je vais te donner un adversaire à ta mesure. Tu ne dis pas lequel, mais tu vas rigoler. Et l'adversaire, tu sors un adversaire de ouf, tu sors un adversaire à la Breaker, par exemple. Là, ça l'aurait calmé. Tu sors un Dragunov, tu sors un adversaire qui soit... Alors vous allez me dire, oui, mais Bronson Reed, si tu mets Breaker, le Breaker, il va le casser en deux. Je suis d'accord avec toi. Mais tu prends quelqu'un qui
donne, on va dire, la possibilité de te dire, ah ouais, quand même. Là, il y avait Odyssey Jones qui avait été assez impressionnant. On peut tenter lui. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà. Mais tu peux tenter un Otis. Tu peux tenter quelqu'un qui a le même physique que lui, par exemple. Ça aurait été puissant. Là, Ranchouf. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît un peu léger. Voilà. Voilà. Ah bah tiens, pourquoi j'ai pas. Ah bah j'ai peut-être pas fait la bonne photo. J'ai peut-être pas mis la bonne photo. Bah, attendez, veuillez m'en excuser. Ah oui, parce que j'ai alterné les deux photos. C'est pour ça. Vous inquiétez pas. C'est juste une question. Bon, on va terminer avec les événements, on va dire fictifs, on va dire comme ça. Enfin, les événements, on va dire, moins intéressants, on va dire ça comme ça. Bon, les Creed Brothers qui remportent, donc American Made, qui remportent Avi Nile, qui donc rejoint les American Made. J'ai envie de te dire que c'était quand même assez couru d'avance, hein. Celui qui me disait le contraire, c'était quand même un sacré hypocrite. Bon, le match était cool, hein. Avec Otis et Akira Tozawa, le match était cool. Et honnêtement, alors j'ai pas compris le segment avec Chad Gable. Chad Gable qui est parti à Paris, qui a priori est en train de comprendre certaines choses pour affronter les Wyatt Six. Ok, pourquoi pas, on va voir ce qui se passe. On a également donc les interventions d'Abba Fire qui justement a un peu foutu la zizanie. C'était un bon match aussi, clairement, c'était un match sympa entre les Damage Control et donc Zoe Starks et Shayna Baszler. Franchement, j'ai pris du plaisir à voir ça. D'ailleurs, on est en train de casser un peu les trios. Pourquoi? Parce que j'imagine que la blessure de Dakota Kai pose un immense problème. Parce qu'ils avaient certainement prévu un Trios. Là, ils se retrouvent avec un Damage Control qui perd Dakota Kai. Ils ne peuvent pas ramener Asuka parce que je pense qu'elle est blessée, Asuka, ou alors elle est partie un peu loin. Il n'y a pas réellement une lutteuse capable de les remplacer. Je ne sais pas quel est l'état de Dakota Kai, est-ce que c'est vraiment grave ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça peut être une réalité. Et enfin, on va parler un petit peu d'Odyssey Jones, qui a fait un match inutile, il a affronté un lutteur de NXT, il l'a mis en place. Ouais, bon. Vous savez, Odyssey Jones, la semaine dernière, il nous avait montré déjà qu'il était surpuissant. Et la semaine prochaine, a priori, il y aura un match pour le Final Testament, les New Day et Odyssey Jones. Voilà. Merci. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, on va avoir ce match-là, pour ainsi dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show? Ça me saoule, en fait. Ça me saoule parce que, en fait, si vous voulez, les ingrédients sont bons. Je veux dire, un Brand Breaker, Sami Zayn, c'était bien. On voit notamment que tu essaies de faire avancer les storylines au fur et à mesure. Tu essayes de mettre en place des choses. Le problème, c'est que, je vais pas dire que c'est mal fait, mais je me dis, l'exécution manque de finesse. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai connu Triple H qui était capable de faire preuve de finesse. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il se dit, merde, j'ai Berlin, faut que je trouve une solution. Vas-y, on va faire affronter un match mix entre les deux. À un moment donné, on va mettre Randy Orton, comme ça le public de... J'ai l'impression que Triple H est tiraillé entre le business et son côté catcheur. C'est-à-dire que d'un côté, il se dit, bon, on va faire du business un petit peu, on va mettre un Randy Orton, ça va attirer du monde, etc. Ce qui est vrai. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, eh bien, comment il s'appelle, TKO n'est pas en train de lui expliquer gentiment qu'il faut qu'il change quelque chose. Endeavor lui dit, bah écoute, Hunter, si tu mets pas Randy Orton, tu vas attirer personne. Ça peut être une probabilité. Mais quand vous voyez ça, ça devient très... On va dire, voilà, c'est... Vous voyez, un mec comme Gunther, il aurait affronté, je sais pas, un Sheamus. Moi, j'aurais trouvé ça logique. Vous allez me dire, ah mais attends, tu parlais de vétéran, tu fais affronter Sheamus. Oui, sauf que Sheamus, il affronte qui? Ludwig Kaiser, on est d'accord. Comme il affronte Ludwig Kaiser, eh bien, vous savez quoi? Vous faites venir Gunther contre Sheamus. Là, il y aurait eu un peu de cohérence. Ludwig aurait été là. J'ai même envie de vous dire que si tu n'avais pas fait Turner et Pete Dunne, il y aurait eu peut-être un duo qui aurait pu se former. Et en plus de ça, Pete Dunne aurait pu affronter Sheamus. Et même, tu aurais pu faire un triple threat avec Pete Dunne qui aurait pu faire quelque chose. Le vétéran, le petit jeune qui est un petit peu du côté de l'Empire britannique, qui justement pourrait être pas mal du côté européen, ça aurait suffi largement. Tu fais un Allemagne-Angleterre, ça ferait cool. Ou un Allemagne-Irlande.
Ça aurait été trop bien. Là, non, tu fais pas ça. Pareil, Bronson Reed. À quel moment on va commencer à lui donner... Parce que pour l'instant, on a fait quoi? On a vu deux choses identiques. Ça suffit pas. Il faut plus de choses. Et si un punk qui te fait un coup de ceinture sans rien, parce qu'il faut trouver une solution, tu mets le mets avec Randy Orton. Et le pire dans tout ça, c'est que le segment entre Randy Orton et Gunther, c'est un copier-coller de ce qu'il a dit à Damien Priest. Quasiment. Enfin, copier. Dans l'idée. Dans l'idée, t'as quoi? Ouais, bah écoute, ton père il a foiré, machin, manana. Ça manque de concret. Ça manque de finesse. C'est dommage parce que je pense que je vois la WWE et je me dis, ils se disent, putain, il y a Bad Blood. On veut aller à Bad Blood. On veut sortir le grand jeu à Bad Blood. Mais le problème, c'est qu'à Berlin. Et ça leur casse les couilles. Je crois qu'ils sont bloqués. Et je pense même qu'ils sont bloqués à cause d'un truc encore plus grave. Ils sont bloqués avec les Survivor Series. Ils se disent qu'il y a War Games qui est là. War Games, il est là. Il y a Bad Blood. Bad Blood, ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire. Mais il y a ce putain de pay-per-view européen qui nous casse les couilles. Je le vois gros comme une maison. Et c'est dommage. Parce que si tu as Berlin, Berlin, c'est ce que je disais notamment, par exemple, quand tu avais eu l'Australie, quand tu avais... Quand tu as un PLE, le PLE doit nous donner un côté festif. Tu sais, c'est comme les Jeux Olympiques, le PLE, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais c'est pas une raison pour dire, ah bah on va faire venir du fan service. Soyons sérieux. Surtout que les trois autres matchs que vous avez cités après, ils sont pas mauvais. Mais c'est pas non plus des énormes matchs. Je veux dire, à part le main event qui tient la route, et peut-être, et encore Carlito, ça va à peu près. Mais sinon, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Dommage. Je pense que Hunter, écoute-moi. T'es capable de nous sortir de la finesse. T'es capable de nous sortir des trucs qui sont énormes. Tu nous l'as fait pour WrestleMania. Tu nous l'as fait durant toute cette route de WrestleMania. Avec WWE Raw, tu nous as fait preuve beaucoup de finesse. Fais-le encore. T'es capable de le faire. Alors fais-le. Ou alors je vais me fâcher. Voilà. Voilà, je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé en commentaire de ce que je t'ai raconté. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, parce que bon, si vous êtes d'accord avec moi surtout, ça peut être chiant. Mais dites-vous bien une chose, mon avis n'est pas le vôtre. C'est pas la peine de m'insulter si vous n'êtes pas d'accord, mais on peut discuter, on peut donner notre avis. Encore une fois, c'est un bon show, mais il n'y a pas assez de finesse. Et c'est dommage.